je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo bilan de l'année 2020. À mes yeux, c'est un peu la vidéo la plus importante de l'année. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère qu'elle vous apportera plein de bonheur et plein de belles lectures. Je vais aujourd'hui vous présenter les livres qui ont le plus marqué mon année 2020. À la fin, je vous parlerai aussi des livres que j'ai envie de lire en 2021. Je vais d'abord revenir juste sur quelques chiffres. En 2020, j'ai lu 97 livres. Si on enlève les bandes dessinées et un court essai, je suis à 80 livres lus. J'ai déjà fait mieux, mais au final, je m'attache pas tellement aux chiffres, donc c'est pas très grave. Aujourd'hui, je viens vous présenter donc les livres qui ont marqué mon année. Vous allez voir que c'est pas forcément tous des coups de cœur parce que je me rends compte qu'au fil des ans, je deviens de plus en plus difficile. Ça m'embête énormément, mais c'est comme ça. Je pense que je deviens plus exigeante, même si c'est complètement involontaire de ma part et même si je rêverais de faire des coups de cœur à chacune de mes lectures. Avant de commencer, je voulais vous présenter 4 livres qui ne sont pas dans le top de mes meilleures lectures, mais qui ont quand même compté pour moi cette année et que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande quand même. Donc on va dire que c'est 4 mentions honorables. Le premier, c'est Amour de Léonore de Recondo, qui est un livre qui va parler d'une histoire d'amour interdite au début du XXe siècle dans la bonne société française. C'est un livre que j'ai trouvé très bien écrit, très beau, très juste, très pur. J'ai découvert Léonore de Recondo cette année et franchement, je vous la recommande. Ensuite, on a L'Empire Ultime de Brandon Sanderson, qui est le premier tome de la saga Fils des Brumes. Et ça m'a permis de voir que j'étais capable d'aimer de la fantasy parce qu'à la base, c'est pas du tout mon genre littéraire, vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu mes vidéos. Et avec cette saga, je me suis rendu compte que je pouvais prendre du plaisir à dévorer un gros pavé de fantasy adulte. Donc en fait, c'est peut-être juste que j'avais pas rencontré les œuvres qu'il me fallait jusqu'à maintenant. Je voulais aussi vous parler du Livre des Reines de Joumana Haddad qui va parler de l'histoire de 4 femmes de la même famille. Donc on a 4 générations de femmes. Elles vont voyager à travers tout le Moyen-Orient parce qu'on commence en Arménie pendant le génocide arménien et on va terminer en Syrie. C'est un livre dur, nécessaire, beau, puissant, féministe, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et la dernière mention honorable va au bouc émissaire de Daphné du Maurier. J'ai lu 2 Daphné du Maurier cette année et je voulais quand même mentionner le bouc émissaire dans ce top de fin d'année, même si ce n'a pas été au même niveau de coup de cœur que ce que j'ai pu avoir pour Rebecca ou pour ma cousine Rachel. J'ai beaucoup aimé cette idée de double identitaire et j'ai passé un très bon moment avec une très belle plume comme d'habitude, de très belles descriptions. Dommage pour la fin qui m'a un petit peu moins plu. On va donc passer maintenant aux meilleures lectures que j'ai faites en 2020. Attention, ce ne sont pas que des coups de cœur parce que si je dois vous faire une vidéo seulement sur les coups de cœur que j'ai eus, il y en aurait pas beaucoup. Donc j'ai pris juste d'excellentes lectures, mais certaines ne sont pas des coups de cœur absolus pour moi. J'ai juste voulu vous montrer ce que j'avais préféré lire cette année. On va commencer avec mon auteur préféré de 2020, il s'agit de Stephen King. Alors je n'ai pas découvert Stephen King cette année, j'ai déjà lu plus d'une dizaine de ses livres et j'en ai lu 3 cette année. Sur les 3, j'ai 2 coups de cœur. Faut pas croire que j'ai tout le temps des coups de cœur avec Stephen King parce que j'ai déjà connu de grosses déceptions avec cet auteur aussi. Mais quand il m'embarque bien. Le premier, c'est 22/11/63. Ici, on est sur une histoire de voyage temporel. On va suivre le personnage de Jake qui est professeur d'anglais et qui, souvent, le midi, va manger dans un petit restaurant de burgers près de son école. Il s'entend assez bien avec le propriétaire de ce restaurant qui, un jour, alors qu'il est très malade et qu'il va bientôt mourir, lui livre un secret. Il a, dans son restaurant, un accès au passé. Et donc, par une pièce de son restaurant, on peut retourner en 1958, je pense que c'est en 1958, et visiter cette époque, rester dans cette époque, et on peut y passer autant de temps qu'on veut. Quand on vient dans le présent, il y a seulement quelques minutes qui se sont écoulées. Il va investir Jake d'une mission avant sa mort, et vous allez vous douter qu'il y a un lien avec Kennedy dans ce roman, mais je ne veux pas vous en dire trop. C'est un roman que j'ai commencé, je m'attendais à apprécier parce que c'est un roman qui a énormément de bonnes critiques, mais pas à ce point-là. Dès les premières pages, même dès les premières lignes, j'ai l'impression que Stephen King m'a pris par la main, m'a emmené et ne m'a plus lâché. J'ai adoré ce que j'ai lu. Déjà, j'ai adoré les premières pages avec les descriptions de Jake, qui en plus a un métier très similaire au mien vu qu'il est professeur d'anglais pour des adultes. Donc moi je suis prof de français pour des adultes. Donc je faisais très bien le parallélisme. C'est un personnage hyper attachant. On va suivre toutes ses aventures en haleine. Moi en tout cas j'ai adoré. Le bouquin il fait 1000 pages. Je me suis jamais ennuyée, pourtant il y a pas mal de politique. C'est peut-être pas les moments que j'ai préférés. Honnêtement, j'ai pas vu ce livre comme un livre politique. Moi je l'ai vu comme une grande aventure
comme une belle histoire d'amour, et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre. C'est ce personnage central tellement attachant, c'est les personnes qu'il rencontre sur son chemin, c'est cette traversée aussi dans les années 60. Enfin, j'ai trouvé vraiment que ce livre était une pépite. À ce jour, c'est mon Stephen King préféré, je l'ai trouvé formidable. Honnêtement, je l'ai lu en tout début d'année et je n'ai jamais pu l'oublier jusqu'à maintenant parce que ça a été ma lecture préférée de 2020. J'ai trouvé ce livre assez incroyable. Pour ce qui est de l'autre Stephen King qui est dans ce top, c'est Cimetière. Cimetière, je l'ai lu cet été. Et alors, certes, Cimetière, c'est un roman horrifique, donc pas comme 22 Dion 63 qui n'est pas classé du tout dans le genre horrifique. Il y a un peu de fantastique, mais il n'y a pas du tout d'horreur. Ici, il y a du fantastique et c'est de l'horrifique. On suit une famille, la famille de Louis, qui déménage dans une nouvelle ville. Il est avec sa femme et ils ont 2 enfants et ils vont déménager dans une nouvelle maison, une très jolie maison. Mais juste en face, il y a une route extrêmement passante et il y a des camions qui sont sur cette route toute la journée, qui roulent à toute allure. Et à l'arrière de la maison, il y a un ancien cimetière indien. Et le voisin avec qui Louis va devenir ami va lui expliquer que dans ce cimetière, en fait, tous les enfants du quartier, du coin, enterrent leurs animaux morts. Je vais pas vous en raconter plus parce que je trouve que c'est un livre qu'on a trop vite fait de spoiler et qu'on a toujours l'impression que tout le monde connaît le pitch de Cimetière. Moi, je ne le connaissais pas et je ne veux pas vous le dire. Comme je vous disais, c'est un roman qui est censé faire peur. Après, j'ai pas eu non plus super peur, mais j'ai un peu frissonné. Mais c'est pas pour ça que j'ai aimé le livre. Alors certes, le caractère fantastique, le caractère horrifique, il est très réussi, il est très très bon. Mais la raison pour laquelle ce livre m'a plu, c'est pour les relations entre les personnages que j'ai trouvées tellement justes et tellement puissantes. Stephen King arrive à retranscrire à la perfection les relations familiales, les relations parents-enfants. Un drame va arriver et je trouve que la manière dont il décrit les émotions est exceptionnelle parce que on s'y croirait, on y croit vraiment. Il n'y a pas de pathos, c'est pas du tire-larme, mais c'est si juste. Et c'est en ça que pour moi, Stephen King est un écrivain incroyable. On le cantonne très souvent à de l'horreur pure et dure, mais en fait, il va beaucoup plus loin que ça, parce que si Cimetière, c'était juste un roman pour faire peur, du style Un chair de poule, ça m'intéresserait pas. Mais ici, on n'est pas là-dedans. C'est un roman super puissant au niveau des émotions des personnages, et rien que pour ça, je pense que il vaut le coup d'être lu. Certes, j'ai pas adoré la fin du livre, mais oh là là, quelle émotion et quelle puissance dans ces mots, c'était incroyable. Cette année, j'ai lu quand même quelques classiques, et il y en a 2 qui ressortent du lot, et 2 que j'ai vraiment adoré. Le premier, c'est Le Père Goriot de Balzac. Je vous disais dans cette vidéo, il n'y a pas que des coups de cœur. Le Père Goriot n'est pas un coup de cœur pour moi en 2020 parce que j'ai quand même trouvé ça très très lent. Il y a beaucoup de descriptions et c'est un classique qui est pas très accessible, je trouve. L'air de rien, c'est pas un classique que je conseillerais à tout le monde si vous n'en lisez jamais. À mon avis, ça vous conviendra pas parce que c'est quand même très très lent. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il est dans ce top. D'abord je vous raconte l'histoire et puis je vous explique pourquoi je l'ai mis ici. L'histoire, c'est l'histoire du Père Goriot, qui est un homme qui a plusieurs filles et il vit en pension à Paris. Et en fait on va le voir au fur et à mesure du livre se ruiner complètement pour offrir des cadeaux à ses enfants pour qu'elles aient une vie merveilleuse, quitte à lui mettre sa vie entre parenthèses. Et en parallèle, on va suivre Eugène Rastignac, qui est un jeune homme qui vient de province, qui débarque à Paris. Il est très ambitieux, il a envie de réussir sa vie. Il est dans la même pension que le Père Goriot, et donc c'est la rencontre de ces 2 personnages. J'ai trouvé ce roman d'une émotion folle. Je l'ai refermé en pleurant et en ayant beaucoup de colère en moi, et en cela je trouve que Balzac il a vraiment réussi son pari parce qu'il a réussi à nous faire entrer tellement en empathie avec le personnage principal qu'est le Père Goriot que c'est assez incroyable. Donc certes il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyée, mais ce que je retiens à terme des mois et des mois après avoir refermé ce livre, c'est la puissance de l'émotion, la puissance des mots et ce que j'ai pu ressentir à travers ce livre. Et c'est une émotion que j'avais pas ressentie très souvent, mais vraiment je parlais à mon livre, je m'énervais sur mon livre, et rien que pour ça je trouve qu'il mérite d'être dans ce top parce que je suis une lectrice et même une personne qui fonctionne beaucoup à l'émotion,
Et là, l'émotion, elle était puissance 10 000, donc c'est bon, moi, Balzac il m'a eu là. Autre classique qui a marqué mon année, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Ici, c'est une pièce de théâtre qui date de la fin du 19e siècle et qui nous raconte l'histoire de Cyrano. Cyrano qui est un homme au physique assez peu avantageux parce qu'il a un nez très proéminent, mais par contre, il a un don pour les mots, un don de langage, il a une verve tout à fait exceptionnelle. Il est amoureux de Roxane, mais il a l'impression de ne pas être assez beau pour pouvoir la conquérir. Et en fait, Cyrano de Bergerac, c'est une pièce délectable. Honnêtement, chaque mot, chaque dialogue, c'est une poésie, c'est magnifique. J'ai pris un plaisir immense à découvrir la plume d'Edmond Rostand à travers cette pièce de théâtre. Toutes les phrases de Cyrano de Bergerac, presque, sont magnifiques. On voudrait presque tout surligner et tout retenir de ce texte, tellement que c'est bien écrit. Et vraiment, je vous conseille cette pièce de théâtre qui est magnifique. On sort des classiques, un autre livre qui m'a beaucoup fait pleurer et donc qui se retrouve dans Stop, c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est une très très bonne lecture. C'est Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Cette année, j'ai lu deux Joël Dicker, j'ai lu celui-ci et j'ai lu son dernier qui est sorti, donc L'énigme de la chambre 622. Celui-ci a été une petite déception pour moi. Mais Les derniers jours de nos pères, qui est le premier roman qu'il a écrit, a été une très belle découverte. On est dans du roman historique. Ici, on va suivre le personnage de Pal. Pal qui est un jeune homme dans les années 40. Il vit à Paris avec son père, ils ont une relation extrêmement forte, extrêmement fusionnelle, et il va partir pour intégrer les services secrets britanniques. Il va être entraîné d'abord dans un camp avec d'autres personnes, donc principalement des hommes et il y a une femme. Ils sont entraînés pour servir les services secrets et ils vont nouer des liens très forts, presque des liens familiaux. Ils vont devenir un groupe extrêmement solidaire, extrêmement lié pour toujours. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est cette relation d'amitié qui est super forte et qui résiste à toute épreuve. C'est également la relation père-fils qui m'a bouleversée. Je l'ai trouvée très juste et très belle. Parfois, elle est un peu tire-larme peut-être, mais moi ça a tout à fait fonctionné sur moi, donc voilà, je préfère prévenir. Et alors au niveau historique, c'est très intéressant aussi. C'est un roman très différent des autres romans de Joël Dicker. Si vous connaissez l'auteur, ne vous attendez pas à quelque chose dans la même veine qu'Harry Kéber ou que le livre des Baltimore. C'est différent parce que c'est très historique, mais on apprend plein de choses. Je connaissais rien du tout sur tout ce que j'ai lu dans ce bouquin, et donc j'ai trouvé que c'était génial d'apprendre autant de choses en ayant une histoire aussi belle et aussi prenante. Donc je vous recommande très fortement ce livre. La surprise de l'année que je n'attendais pas, mais alors pas du tout, c'est une saga, c'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ici vous avez le premier tome qui est sur Maya, mais j'ai lu les 4 premiers tomes. Honnêtement, c'est une saga que je pensais ne pas aimer parce que je pensais que ça allait être cucu et que ça allait être extrêmement prévisible, cousu de fil blanc, et en fait, je me suis fait prendre à mon propre piège parce que j'ai commencé ce livre en ayant plein d'appréhension, et en fait, une fois que j'étais dedans, ah là, c'était parti, j'ai adoré ce premier tome. J'ai aimé tous les tomes jusqu'à maintenant, celui que j'ai le moins aimé c'est le deuxième et encore j'ai passé un très bon moment. En fait c'est une histoire de famille, donc on suit 6 sœurs qui ont été adoptées par un homme, elles viennent des 4 coins du globe et dans chaque tome vous avez une sœur qui part à la recherche de ses origines, et si avec ça ce serait un peu dommage, il y a toujours une petite romance en plus, ça c'est l'aspect que j'aime moins, mais je comprends que ça plaise à plein de gens. Mais ce qui marche très bien sur moi, c'est que dans chaque livre, on a une double temporalité. On a l'histoire de la sœur qui part à la recherche de ses origines et on a l'histoire d'une de ses ancêtres. Et on suit ces deux histoires en parallèle et ça fonctionne toujours super bien. Je trouve qu'à chaque fois, on apprend plein de choses sur le pays dans lequel on se trouve. Donc on n'est vraiment pas dans un truc hyper bateau et tout ça parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de travail de recherche derrière de la part de Lucinda Riley. Chaque fois, on part à la découverte d'une culture, en même temps, on découvre une des sœurs, on en apprend plus sur la famille. Et moi, honnêtement, j'adore et j'ai hâte de lire les tomes qu'il me reste. Mon coup de cœur de la rentrée littéraire, ça avait été Glory d'Elizabeth Wetmore, qui est un livre que j'ai pas beaucoup vu passer et c'est dommage parce que c'est un très bon livre. Le sujet est difficile et délicat parce qu'on commence l'histoire avec une jeune fille qui s'appelle Gloria et qui se fait alpaguer par un homme qui l'emmène dans son pick-up et en fait, il va la violer et la frapper.
Elle va réussir à s'enfuir et en fait après on a toute cette petite ville du Texas qui est en ébullition parce qu'il y a des gens qui ne croient pas Gloria. Ils disent qu'elle mente. En plus il y a beaucoup de racisme qui est présent parce que Gloria est une Mexicaine, d'origine mexicaine, et d'un autre côté il y a les défenseurs de Gloria. Et ce que j'ai adoré, c'est la manière dont ce roman est construit. C'est un roman choral, donc plusieurs femmes vont tour à tour prendre la parole, être les narratrices de cette histoire. Certes, c'est un peu lent. On peut pas dire que c'est un roman bourré d'action. Après moi, c'est pas ça que je demande pas d'avoir de l'action à toutes les pages, au contraire. C'est un roman qui est tout en subtilité, tout en psychologie, qui aborde très bien ces différentes femmes aux histoires différentes, aux vécus différents, donc aux ressentis différents. Et j'ai trouvé le style super intéressant, le style d'Elizabeth Wetmore, même si je l'ai lu en traduction, est vraiment original et vraiment riche. Et c'est un livre que je vous recommande si vous aimez les romans d'ambiance. Je préfère prévenir, c'est un peu lent. Le dernier roman dont je voulais vous parler est un roman un petit peu particulier parce que c'est un roman qui a été un tsunami pour moi, qui m'a renversée. C'est un roman auquel je trouve aussi des défauts, mais en tout cas c'est un roman qui a été un tel choc que je suis obligée de le mettre dans cette vidéo. C'est My Absolute Darling. Je suis obligée, de Gabrielle Tallent, pardon, je suis obligée de vous parler de ce livre parce que ça a été un uppercut, ça a été un coup de poing en plein visage et je pense que je n'oublierai pas ce roman et je n'oublierai pas l'histoire de Turtle. Turtle est une jeune fille de 14 ans qui vit avec son père. Son père l'a élevée d'une manière très particulière, elle a été vraiment élevée à la dure. Elle sait se battre, elle sait utiliser des armes et elle a une relation très particulière avec son père qui abuse d'elle. Donc on est quand même dans le thème de l'inceste, il vaut mieux prévenir. Son père abuse d'elle et en même temps, ils ont une relation tellement complexe, une relation passionnée. C'est dégueulasse et en même temps c'est écrit avec beaucoup de poésie. Et c'est toute l'ambivalence de ce texte. On a des personnages que on peut adorer à un moment et détester 2 pages plus loin. Et en cela, Gabrielle Tallent, pour moi, il a réalisé un tour de force. Il a construit des personnages tellement creusés que je suis encore admirative de ce qu'il a fait. Je n'arrive pas à comprendre comment il a fait ça parce que c'est tellement subtil et tellement juste que je trouve ça admirable de sa part. De manière générale, la plume est très belle dans ce roman, c'est très bien écrit. Comme je vous le disais, on a des passages poétiques pour des actes immondes, donc c'est un peu déconcertant. Ça n'a pas été un immense coup de cœur pour moi parce que je trouve quand même qu'il y avait des moments de longueur, des moments que j'ai dû relire parce que j'étais pas tout à fait dedans. Mais je n'oublierai jamais ce livre, c'est sûr et certain, c'est tellement particulier et tellement fort. C'est horrible, c'est glauque, c'est dur. Et ça, il vaut mieux le savoir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un livre qui marque mon année 2020 et que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. En faisant le montage de cette vidéo, je me rends compte que j'ai oublié un livre très important. C'est parce que je l'ai pas en livre papier, donc je l'avais pas devant moi en tournant la vidéo. C'est le livre Raison obscure d'Amélie Antoine. Donc je vais quand même vous parler en quelques mots. En fait, on va suivre l'histoire de 2 familles qui, somme toute, sont assez classiques. Ce sont des familles avec des parents, des enfants qui vivent des choses assez ordinaires. Et au milieu du roman, on va avoir un twist absolument incroyable qui va venir renverser toute l'histoire et qui va venir faire basculer toutes nos certitudes jusque-là. Et ce roman a été une très belle découverte pour moi parce que j'ai trouvé la psychologie des personnages extrêmement bien abordée et j'ai trouvé la construction du roman très intelligente. Donc voilà, je vous en ai parlé très brièvement, mais au moins comme ça vous aurez eu mon avis sur ce livre que je ne voulais pas oublier. Et voilà, j'étais tête en l'air. On va maintenant passer aux bandes dessinées. Je lis de plus en plus de bandes dessinées et je suis très contente de ça honnêtement. Et cette année, j'ai découvert qu'une bande dessinée pouvait me faire pleurer à chaudes larmes au même niveau qu'un roman. Ça, c'est parce que j'ai rencontré Hakim cette année. J'ai lu l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé, qui est une bande dessinée en 3 tomes. Alors là, c'est du méga coup de cœur. Si je peux vous conseiller de lire seulement 2 livres de cette vidéo, c'est ces 2-là. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est donc une bande dessinée de Fabien Toulmé et Fabien Toulmé se met lui-même en scène. Il a eu envie de parler des migrants en bande dessinée, mais il ne se sentait pas légitime de le faire, évidemment, vu que lui
Il est français, il a rien à voir avec ça. Donc il voulait avoir le témoignage d'un migrant et il a rencontré Hakim. Hakim, qui est un homme qui a quitté la Syrie en guerre pour arriver en France à Aix-en-Provence. Donc dès le début, on sait qu'Hakim, il a réussi sa traversée parce qu'il rencontre Fabien Toulmé. Mais à travers les 3 tomes, on va voir toutes ces pérégrinations, toutes ces épreuves pour y arriver. C'est très dur, mais en même temps, il y a toujours ce petit message d'espoir parce que Hakim est un personnage, une personne d'ailleurs parce que c'est une vraie personne, très positive et très attachante. On voit des choses tellement dures que parfois j'en ai pleuré d'injustice et que j'en ai pleuré de dégoût, tellement que je trouve ça inhumain ce qu'on fait vivre à ces personnes. Et je pense que c'est un livre d'utilité publique. Je pense que c'est un livre qui peut vraiment remettre les idées en place à beaucoup de gens parce que ça permet de déconstruire plein de clichés sur les migrants. Ça permet de voir que ces gens, ils ne partent pas par choix et ils vivent des choses super dures. C'est un livre qui m'a fait pleurer d'émotion, c'est un livre qui m'a fait ressentir plein de choses et je pense honnêtement que le maximum de personnes devraient lire ce livre, surtout les gens qui ont de mauvais préjugés sur les migrants. Hakim, c'est vraiment un personnage incroyable que je n'oublierai jamais, son fils non plus, et j'ai adoré cette histoire, même si c'est très dur. Honnêtement, moi, je lisais cette BD, puis après je m'asseyais un peu et je voulais penser à autre chose parce que c'était compliqué. Mais je sais que c'est une trilogie que je relirai d'ici quelques années parce que j'ai adoré et ça a vraiment été une lecture super importante pour moi cette année. L'Odyssée d'Hakim, c'est pas forcément ce que je préfère au niveau des dessins. Par contre, au niveau graphique, j'ai lu une BD merveilleuse cette année. C'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris. L'histoire est un peu brouillonne, l'histoire est un peu compliquée à comprendre parce que on va suivre une petite fille qui tient un journal intime et elle gribouille tout au bic et 4 couleurs dedans. Enfin, gribouille. C'est très vite dit parce que ses dessins sont incroyablement beaux. Donc elle dessine au bic à 4 couleurs dans son journal intime. Elle raconte un peu ce qui lui arrive, elle est fascinée par les monstres. Et une de ses voisines va connaître un drame, voilà, je n'en dirai pas plus. Elle va mener l'enquête et on va tout suivre nous à travers son dessin. Parfois l'histoire elle est compliquée à suivre, mais les dessins sont d'une beauté absolue. Quel plaisir de feuilleter ce livre page après page. Vous tournez une page, vous tombez sur un dessin sublime, vous retournez une autre, un dessin tout aussi sublime. On pourrait s'arrêter un temps indéfini sur chaque planche tellement que c'est beau et c'est juste incroyable. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui va sortir et que je lirai avec grand plaisir parce que c'est un livre que je prends plaisir à feuilleter de temps en temps parce qu'il est tellement incroyable au niveau visuel que je suis subjuguée face à tant de talent. Peut-être sur un sujet un peu plus léger, quoique il y a quand même un peu du dramatique dedans aussi, c'est Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux d'après le roman de Roald Dahl. Pourquoi je vous dis qu'il y a du dramatique? Parce que le postulat de départ est quand même un peu dramatique. Et même l'histoire elle est quand même pas joyeuse, même si c'est plutôt à destination des enfants. On a un petit garçon qui a perdu ses parents et qui part vivre chez sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est un personnage super fantasque, super extraverti, très particulier, mais super gentil. Et elle va lui parler des sorcières. Elle va lui dire qu'il y a des sorcières qui vivent parmi nous et on peut les reconnaître à certains signes distinctifs. Donc forcément, elle fait très peur à son petit-fils en lui disant ça. Ils vont partir en voyage et ils vont rencontrer des sorcières. C'est une BD super mignonne avec le personnage de la grand-mère, le lien qu'elle a avec son petit-fils, c'est super chou. Il y a des côtés drôles et il y a des côtés franchement émouvants. Les dessins sont pleins de couleurs, sont super jolis et je vous disais c'est plutôt à destination des enfants, mais en fait moi en tant qu'adulte j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée et je l'ai trouvée tout à fait réussie. J'avais pas lu l'œuvre de Roald Dahl quand j'étais petite et donc j'ai adoré découvrir ça à travers cet ouvrage. Et la dernière bande dessinée qui est un coup de cœur visuel, c'est Radium Girls de Si que j'ai lu très récemment. Au niveau des dessins, c'est sublimissime. Mais d'abord, je vais vous parler de l'histoire. On suit un groupe de femmes qui travaillent dans une usine. Dans cette usine, elles dessinent les cadrans de montres, donc c'est une usine de montres. Et pour indiquer les chiffres sur le cadran, elles utilisent une peinture au radium, sans savoir que c'est extrêmement nocif parce qu'on est au début du XXe siècle, donc ce n'est pas encore connu. Et on va suivre les conséquences de ça. Ici, Si n'essaye pas de faire de la vulgarisation scientifique, on est plutôt dans un point de vue humain. On suit ce groupe de copines qui vont vivre quelque chose d'absolument effroyable. On suit leur amitié, on suit leur solidarité, on suit leur tristesse, on suit leur rébellion. J'ai trouvé que c'était super bien fait. C'est un peu court, mais alors les dessins sont
merveilleux. Ce sont des dessins crayonnés. Sin n'a utilisé que quelques crayons de couleur pour réaliser cette œuvre et toutes les planches sont magnifiques. Donc rien que pour ça, au moins feuilletez-le en librairie. Et même l'histoire, elle vaut vraiment le coup aussi parce qu'elle est très forte, très puissante. Elle parle d'une amitié de femmes qui ont vécu quelque chose d'horrible. Et c'est vraiment une BD très réussie. Ça, c'était pour les livres que j'ai préféré lire en 2020. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous présenter les livres que j'aimerais particulièrement lire en 2021. Il n'y a pas vraiment de thème très précis dans ces livres, c'est simplement mes envies maintenant et c'est les livres que j'aimerais réussir à lire sur ces 12 mois. J'aimerais lire les 2 tomes du Fléau de Stephen King que j'ai eu dans ce superbe coffret. Je pense que l'histoire fait quand même un peu écho à notre situation actuelle, donc on verra quand j'ai le courage de le lire, mais c'est une grippe qui dévaste l'humanité, donc on connaît un petit peu cette situation, mais j'ai très envie de découvrir King dans ce roman. Je pense plutôt de science-fiction post-apocalyptique. J'ai envie de relire Elena Ferrante cette année avec La vie mensongère des adultes. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais quand j'ai lu la première phrase que je vais vous lire, je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de le lire maintenant. 2 ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père déclara à ma mère que j'étais très laide. Vous voyez, moi je lis ce genre de choses. Ça m'intrigue à fond et j'ai super envie de lire le reste de l'histoire. Un livre qui me fait super envie parce que j'ai très envie de découvrir cet auteur, c'est Le chant de Dolores de Wally Lamb. On n'a pas l'air d'être dans une histoire franchement super joyeuse parce que on suit une jeune fille dont le père est parti quand elle avait 11 ans, qui se fait violer à 13 ans et qui va trouver refuge dans la nourriture et devenir obèse. Ouais, c'est pas hyper joyeux. Mais c'est le premier roman de Wally Lamb, je n'ai jamais lu cet auteur et il est extrêmement plébiscité. Donc j'aimerais découvrir sa plume, j'aimerais découvrir ce qu'il fait. Et je pense me lancer avec Le chant de Dolores. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire, mais il me fait hyper envie celui-ci. Une autre grosse brique, c'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Je sais pas comment on prononce. Je ne sais presque rien de ce livre, à part qu'il fait 1100 pages et qu'il traite d'amitié masculine. J'ai plutôt tendance à lire des ouvrages sur des amitiés féminines et très peu sur les amitiés masculines. Et il paraît qu'il est génial. Donc ce serait chouette que j'arrive à lire celui-ci. En plus ma maman l'a aussi, donc on le lirait en lecture commune. Autre roman très joyeux, c'est Wisconsin de Marie Relindes Ellis, pardon. J'ai déjà lu cette autrice, je pense, il y a 2 ans, j'avais lu Bohemian Flats. Ici, ça va être l'histoire de 2 frères qui vivent dans le Wisconsin avec leurs parents. Mais leur père est alcoolique, leur mère est dépressive, donc forcément l'ambiance n'est pas hyper joyeuse à la maison. Vous voyez, je me suis vraiment prévu des livres super joyeux pour 2021, on est d'accord. Un livre qui me fait hyper peur mais qui traîne dans ma pile à lire, c'est Elena de Jérémy Fell. Tout ce que je sais de ce livre, c'est qu'on va suivre plein d'histoires différentes qui, de prime abord, n'ont pas de lien et puis qui vont toutes se rassembler. Et j'ai entendu que du bien de Jérémy Fell, donc il faudrait que j'ose et que je me lance. Au niveau des classiques, j'aimerais continuer la saga des Rougon-Macquart de Zola en lisant le tome 3 et le tome 4, donc Le ventre de Paris et La conquête de Plassans, parce que sinon je ne vais jamais réussir à finir cette saga. J'ai lu qu'un seul tome en 2020, donc il serait temps d'un petit peu accélérer la cadence. Et j'aimerais aussi réussir à lire au moins le premier tome du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Avant je l'avais qu'en e-book, donc j'avais encore une excuse pour pas le lire. Maintenant que je l'ai dans cette sublime édition, il faudrait que je me lance et j'ai aussi le tome 2 dans la même. Si au moins je lis déjà le tome 1, je serais très contente. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre meilleure lecture de 2020 ou bien vos meilleures lectures. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez prévu des livres à lire pour 2021, si vous avez des envies particulières. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et moi je vous retrouve très bientôt. Gros bisous!